Être aussi la première fois aujourd'hui qu'on va parler d'hépatite B et pas seulement d'hépatite C de la part d'MSF. Dire aussi que d'emblée on ne parle pas seulement d'MSF ici, mais de tout un ensemble de sociétés civiles, de groupes de patients, d'activistes, de scientifiques qui ont décidé de réfléchir ensemble et de bouger ensemble. Donc je ne parle pas au nom d'MSF uniquement, mais je vais transmettre aussi ces réflexions que nous avons pu cristalliser lors d'un meeting que nous avons organisé à Paris au mois de septembre cette année. Il y a pas mal de participants dans la salle d'ailleurs, et d'un travail conjoint qui va continuer. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets-là, les données épidémiologiques, l'énorme problème du screening, diagnostic et monitoring, l'accès au traitement, les paquets de soins à mettre en place, quel rôle pour l'OMS et quel rôle pour les sociétés civiles. Les données épidémiologiques, maintenant, vous les savez par cœur. Donc, il y a une chose à retenir, c'est qu'on parle de 500 millions de personnes. Donc, on est vraiment très loin du HIV à 34 millions. On a complètement explosé l'échelle. Donc, on a complètement explosé les tailles de marché. Et on va beaucoup parler des marchés. Donc, là, c'est très important. Et on a une porte d'entrée, c'est la porte d'entrée HIV. Il faut qu'on soit malin et qu'on l'utilise très bien pour l'hépatite B et pour l'hépatite C. Mais là, on est vraiment sur Je demande à mon collègue Axé de Chine, je lui dis donc, l'hépatite B, c'est combien de patients chez toi? Il me dit, 100 millions. Alors, on est sur des chiffres qui sont très très différents maintenant. Et il faut qu'on pense autrement. Les prévalences, maintenant, vous les connaissez. Nous, dans les projets MSF, l'hépatite B, l'hépatite C, on la rencontre de multiples manières. On peut la rencontrer dans les projets d'Ukraine, dans les prisons tuberculose résistance ou très résistante, avec des gens qui sont très 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 vulnérables, et pourtant les équipes nous disent mais comment on va les traiter ces gens-là? On les rencontre chez les usagers de drogue dans les cohortes d'Inde, dans les cohortes d'Asie, on les rencontre chez les personnes homosexuelles qui se contaminent et qui ont des vitesses d'évolution beaucoup plus rapides, on les rencontre en population générale un peu partout, notamment au Cameroun. Donc véritablement, si on commence à chercher, on va trouver. Et on se rend compte aussi qu'on est sur des populations vraiment très vulnérables. Alors, on a regardé un petit peu chez les donneurs de sang. Et la première chose, c'est de quoi on parle. C'est quoi les chiffres vraiment sur les pays dans lesquels on travaille? Et en transversal, sur plusieurs pays d'intervention MSF, on s'est rendu compte que les chiffres étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait, notamment en CAR ou bien au Soudan, en DRC. Hépatite B, hépatite C, c'est loin d'être une chose rare. Et c'est un premier message, ça. On peut tous aller regarder dans les registres donneurs de sang. On n'a pas besoin d'être bien compliqué là-dessus. On peut tous le faire dans cette salle. Donc, collecter des données intéressantes, on peut le faire on n'a pas besoin d'un centime pour le faire. Et plus on va être capable de mettre en place des données solides, plus on va avoir un pouvoir de conviction vis-à-vis des autorités sur le fait de travailler à une solution. La transmission dans les pays à ressources limitées nous inquiète parce que c'est des modes de transmission larges. Hépatite C, du matériel d'injection pas stérile, des produits de transfusion peu ou pas screenés, c'est tout de même sérieusement inquiétant. Hépatite B, transmission dans le tout jeune âge, transmission, donc évolution rapide chez l'enfant, ça va falloir qu'on apprenne à gérer ça. On ne sait pas le faire encore. Alors, on a déjà beaucoup parlé ce matin du diagnostic des hépatites, en particulier C. Donc pour B, nous on utilise le Determine, on fait l'antigène HBS et c'est tout. Mais au moins, il n'y a pas besoin de confirmation diagnostique par PCR. Donc c'est quand même un peu plus simple que l'hépatite C. Alors si on prend une analogie avec le HIV, on a un test diagnostique rapide et on sait de quoi on parle. Là, le processus diagnostique hépatite C, c'est la catastrophe d'emblée. Alors, des anticorps, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ensuite, il faut une PCR d'emblée, un génotype d'emblée. Donc, véritablement, en termes de complexité du package initial, on a vraiment énormément de travail à demander aux développeurs pour simplifier et faire des processus simples et fiables de diagnostic. Donc là, il y a un défi majeur sur la simplification technologique et c'est le moment de le demander, vu qu'on est en pleine révolution technologique
dans le domaine des laboratoires. J'attire votre attention sur quelque chose qui nous dérange énormément, c'est les faux positifs, faux négatifs sur les tests de screening. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le fait que l'OMS travaille sur la préqualification des tests diagnostiques rapides d'hépatite C, qu'on ait au moins un screening qui soit fiable, parce que pour le moment, c'est pas le cas. Et les deux que nous, on utilise à MSF, les deux seuls qui sont autorisés par nos laborantins, le HCV Spot et le signal HCV de SPAN, on ne sait pas très bien si la performance chez les co-infectés est assez bonne. Donc, on n'est pas content avec ça. Ça n'est pas du tout suffisant. Donc, en urgence, développer des tests diagnostiques rapides qui aient des spécificités compatibles avec les pays à ressources limitées, donc très bonne sensibilité, spécificité, les valeurs prédictives doivent être correctes, mais la procédure doit être simple, il ne faut pas de cold chain, il ne faut pas besoin d'équipements supplémentaires, le coût doit être faible, donc coût faible ça veut dire moins de $2, hein, et une préqualification correcte. Et puis que les interactions ne posent pas de problème, notamment avec le HIV. La confirmation, ils l'ont déjà tellement bien dit avant, je ne vais pas le répéter, c'est vraiment un énorme problème, et on a donc besoin que soient développés ce qu'on appelle des point of care sur le dépistage des charges virales hépatite B et hépatite C, mais aussi que les plateformes PCR soient ce qu'on appelle flexibles ou multiplex, c'est-à-dire HIV, HBV, HCV, etc. Ça doit devenir un standard, ça. De telle manière à ce que les équipements soient utilisés et bien rentabilisés et que tout soit compatible avec du papier buvard. Ça, pour nous, c'est excessivement important. Le prix des tests. Si on regarde combien coûte un screening pour hépatite C, un screening, le processus diagnostic et monitoring, les prix que l'équipe d'Inde va payer, c'est 430 € pour un patient, en comptant 3 charges virales. Donc ça, c'est complètement inabordable. Donc il va falloir que tout ce processus-là coûte beaucoup moins cher. Quand vous savez la difficulté qu'on a à insérer 25 $ dans le coût patient par an des patients HIV, nous on a une cohorte de 220 000 patients sous traitement. D'accord? Donc une grosse cohorte. C'est la croix et la bannière pour arriver à instaurer une charge virale par an patient là-dedans. Donc ce coût-là des tests est tout à fait prohibitif. Donc on doit arriver à changer ce paradigme-là. La fibrose hépatique, on l'a bien vu ici, on arrive, alors nous, la biopsie hépatique, on oublie tout de suite. Les fibroscans, ce sera très bien pour ceux qui ont des grands volumes à faire en termes de screening. Eux, ils auront intérêt à investir dans un portable ou dans un équipement, mais ceux qui n'ont pas beaucoup de volume devraient faire avec les marqueurs bio et APRI ou le FIB4. On a bien appris maintenant qu'ils peuvent nous faire le travail d'une bonne manière. Et je rejoins Arnaud sur le fait que la question très importante, c'est de déterminer à temps qui a besoin de traitement. Pour nous, c'est vraiment très important et on ne sait pas combien de temps on va devoir travailler avec du PEG interférent ribavirine. Donc on est obligé de concevoir des stratégies qui ne sont pas seulement orientées sur l'accès aux traitements oraux, donc les marqueurs de réponse au traitement, les prédicteurs de réponse, et je rejoins aussi Arnaud là-dessus, peuvent avoir pour nous un rôle à jouer qui est important. Maintenant, on va parler d'accès au traitement pour les hépatites B et pour les hépatites C. Allons-y, ça c'est tout un sujet. Hein. Alors, d'abord, quand on négocie le prix pour du PEG interféron à niveau national, il faut surtout commencer par regarder ce que payent les voisins. Parce que là, du coup, maintenant, les prix font le grand écart. Donc, on a bien vu que les champions sont les Égyptiens, qui, eux, ont vraiment négocié, et ils ont été vraiment super intelligents, quoi. Ils ont réussi vraiment à négocier un coût de traitement inférieur à 1500 $, donc ça fait un coût par ampoule à 40 $, et ça, ils sont imbattables. Et ils nous ont dit très clairement qu'ils voulaient négocier à 30 $. Donc pour eux, la négociation n'est pas finie. Hein. Donc ça, faut pas qu'on l'oublie. Et donc, on est en train, et c'est Nathalie qui est dans cette pièce qui va s'en charger, avec d'autres gens, de faire un petit peu un mapping au niveau mondial des prix des traitements et des prix aussi du laboratoire. Pour être capable de dire, bon, on vous propose tant, non, non, il faut négocier plus bas. Il va falloir qu'on mette ça un petit peu sur la place publique. Mais regardez ici, en Thaïlande, le coût du traitement, c'est 30 000 $. Au Vietnam, c'est équivalent.
Les Camerounais sont autour de 10 000, c'est déjà beaucoup mieux. Mais regardez un petit peu. Et on parle, enfin, pourquoi il y a ces discrépances-là? Et pourquoi on devrait se faire avoir comme ça? Donc, à nous d'être plus intelligents maintenant qu'on sait que là, ça varie, autant apprendre à en profiter. Alors, on a commencé à parler avec ces gens, puisque on en voudrait bien du PEG interféron. Alors, avec Merck, nous avons parlé récemment. Eux, ils sont en train de développer une stratégie de prix différencié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du niveau de développement socio-économique des pays, donc low, middle income country, le prix va être différent. Ils vont prendre en compte ces déterminants-là pour définir et classifier les pays. Le poids de la maladie, le produit intérieur brut, la mobilisation et l'engagement du gouvernement, l'existence d'un programme national et la capacité à traiter. Et donc, tous les pays à très bas revenus vont avoir un prix bas, mais on ne connaît pas encore ce prix, et les autres, un prix plus élevé. Ils vont nous donner ça d'ici quelques mois. Donc, c'est très similaire au prix différencié qu'ils ont fait pour le HIV, et notamment pour le raltegravir. Et le raltegravir n'est pas un produit qu'on peut facilement utiliser, vu les prix qui sont pratiqués dans les pays en voie de développement pour les patients en sauvetage. Donc, c'est un début, mais ça ne résout pas tous nos problèmes. Avec Roche. Alors, Roche, la particularité, c'est qu'ils font des packages diagnostic-traitement. Et eux ne veulent pas changer le coût unitaire de l'ampoule. Mais par contre, ils font des deals par pays en fonction des volumes. Et donc, par exemple, exemple du Kyrgyzstan, il nous disait, si vous achetez 20 vials, bah là, on vous en donnera 20. Donc, ce sera au cas par cas. Tout est au cas par cas. Et une chose est claire, c'est que Roche est intéressé, et aussi Merck, par les gros marchés. Donc, les middle income countries sont véritablement des marchés qui les intéressent. Pardon, j'ai été dans le mauvais sens. Bon, alors, les biosimilaires, de quoi parle-t-on? On a vu que le prix cible qu'on devrait tenter d'obtenir pour les originators, c'est $40 par ampoule de PEG-RIBA. Avant de conclure un accord, il faut vérifier les meilleurs prix disponibles et ça va varier. Donc ça, il faudra vraiment faire attention à ça. On a posé aux sociétés civiles cette question lors du meeting de septembre. Quel serait un prix correct pour commencer pour le paquet diagnostic, monitoring, traitement? Et notamment les gens d'Europe de l'Est nous disaient à $2000, à moins de $2000, nos gouvernements pourraient commencer à entrer en matière. Donc là, on parle d'Ukraine, on parle de Géorgie, etc. On ne parle pas forcément d'autres pays plus en développement. Bon, alors comment on peut utiliser une autre forme de compétition qui est celle des biosimilaires? Alors nos pharmaciens se sont mis en chasse, et des biosimilaires, on en trouve. Des biosimilaires de PEG interféron, il y en a pas mal. Il y en a en Égypte, mais aussi en Iran, en Inde, au Vietnam, à Cuba, etc. Mais notre problème, et c'est un gros problème, c'est d'en évaluer la qualité. Pourquoi? Un interféron, c'est le poulpe du haut. Un interféron pégylé, c'est le poulpe du bas, avec des très 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 longues tentacules. Le problème, c'est que quand on pégyle l'interféron pour augmenter l'exposition de la molécule, on change ses propriétés physico-chimiques, on change tout. Et le problème, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces changements de taille. Et donc là, on se confronte à des aspects régulatoires. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un biosimilaire? Déjà, ils sont pas d'accord sur le nom. Donc, on a choisi arbitrairement d'appeler ça un biosimilaire, mais on pourrait appeler ça un produit biologique. Il y a plein de noms là-dessus. Mais ça se réfère à deux choses. L'un, on parle de molécules de grande taille. Par exemple, des petites tailles, c'est les antirétroviraux HIV. Ça, c'est des molécules de petite taille. Les interférons pégylés sont des molécules de grande taille. Elles sont complexes et elles sont produites dans des cellules vivantes. Donc ça, c'est deux caractéristiques fondamentales. Le but du développement d'un biosimilaire est d'établir la similarité avec le produit de référence et non de démontrer un bénéfice clinique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de processus de préqualification validé pour les biosimilaires, en particulier pas à l'OMS.
Nous avons invité à ce meeting de septembre un représentant de l'Agence européenne du médicament pour qu'il nous explique comment on valide un processus de biosimilaire. J'ai mis 1h30 à préparer les 5 phrases suivantes pour arriver à résumer correctement ce qu'il avait dit. J'espère que j'ai réussi. En tous les cas, il faut d'abord vérifier la caractéristique physico-chimique du produit, refaire des études de bioéquivalence, mais après, il faut refaire toutes les études comparatives par rapport aux produits de référence sur qualité, sécurité, efficacité. Ça suppose des tests cliniques à large échelle, comme Arnaud l'a mentionné, et en plus des tests cliniques que, par exemple, je suis un fabricant de biosimilaires, dans mon pays je veux enregistrer au pays voisin, le pays voisin peut exactement me redemander de refaire tous les tests de comparabilité pour m'enregistrer. Donc on est dans un processus potentiellement sans fin, et au cas par cas, à chaque étape de validation, et à la fin, on ne va même pas vous dire que c'est un biosimilaire identique, mais hautement similaire, et puis pour toute différence détectée, il faut démontrer que la différence n'a pas d'impact clinique. Donc, mais on parle de quoi, là? C'est quoi, cette histoire? Et nous, on leur a dit, mais enfin, si c'est si compliqué, faites-les valider comme nouveaux produits d'emblée. Si la processus de comparaison est aussi aléatoire, donc, on continue, pardon. On demande maintenant très clairement à l'Agence européenne du médicament et à l'OMS d'établir des standards clairs, simples et efficaces de préqualification des biosimilaires. On n'est pas seulement en train de parler du péginterféron, d'oxorubicine liposomale, amphotéricine B liposomale, des héparines, des insulines. Il y a plein de choses qui sont dans le registre des biosimilaires et qui seront soumis à ces régulations. Il y a peut-être une niche, nous disent-ils, via l'article 58 de la Communauté européenne. J'ai retranscrit leur texte, je ne le comprends pas très bien. Ça permet de faciliter un accès rapide à des produits médicaux qui sont utiles pour la prévention ou le traitement des maladies d'intérêt majeur en santé publique en dehors de la Communauté européenne et en coopération avec l'OMS. Bon, alors, en tous les cas, on a besoin que ce dossier-là avance de telle manière à ce qu'on puisse non seulement en Égypte, mais aussi ailleurs, faire jouer la compétition des biosimilaires et faire baisser les prix des interférons pégylés. Qu'en est-il des nouveaux traitements oraux? Vous voyez un joli ciel d'été plein d'étoiles. Le pipeline des hépatites est très très prolifique, l'hépatite C, et différentes classes de molécules sont développées. À titre d'exemple, j'ai repris ici 3 slides que Tracy Swan de Treatment Action Group des États-Unis a préparé pour nous au mois de septembre. Une molécule phare qui attire beaucoup d'attention, c'est celle-ci, la GS7977 ou Sofosbuvir de Gilead, qui a été racheté 11 milliards de dollars à son producteur initial. Donc ça met le tempo tout de suite. S'ils ont acheté une molécule en phase 2 à 11 milliards, ça veut dire qu'il y a il faut faire de l'argent. Et cette molécule, ils sont en train... Bon, alors elle a des très très bons résultats. Dans les phases 3 en cours, on dit « Waouh, c'est oral, c'est pangénotype, c'est très bien toléré, y compris chez les co-infectés HIV. Ça marche chez les génotypes 2 et 3, ça marche a priori pas trop mal chez les génotypes 1. Ils nous ont présenté il y a 10 jours aux États-Unis des résultats intéressants sur les combinaisons que Gilead est en train de faire entre différentes classes, donc protéases inhibiteurs, les polymérases inhibiteurs et celui-ci. Donc Gilead est en train de faire sa propre fixed-dose combination. Merck est en train de faire sa propre fixed-dose combination. Abbott est en train de faire sa propre fixed-dose combination. Donc on est en train de voir les géants présenter, mettre ensemble des molécules et les tester, souvent avec d'ailleurs des très bons résultats. Donc là, des exemples de protéases inhibiteurs et de NS5 inhibiteurs. La vision stratégique. On doit commencer avec le PEG interféron ribavirine parce qu'on n'a pas autre chose. Donc PEG interféron riba, le but c'est d'obtenir un 50% d'efficacité dans des conditions de sécurité correctes. Ça c'est Polowski qui nous l'a donné comme goal en septembre et nous pensons qu'il a raison. Pour nous, il faudra traiter en priorité les F3 et les F4 compensés. On ne pourra pas utiliser les inhibiteurs de protéases de première génération, ils sont trop difficiles sur les effets secondaires. On doit négocier un meilleur prix pour le PEG riba
et essayer d'avoir accès aux nouvelles molécules. Les traitements oraux, la question c'est quand est-ce qu'ils seront disponibles dans les pays en voie de développement et à quel prix? Ici, vous les aurez, ça va commencer très vite, mais nous, quand est-ce qu'on les aura? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on est en train d'entrer en négociation maintenant avec les firmes pour effectivement ouvrir complètement l'hypothèse du marché, l'hypothèse des prix qui seraient endurables et travailler avec les sociétés civiles là-dessus. L'OMS doit travailler en leader sur la préqualification des tests diagnostiques, sur la préqualification des biosimilaires, inscrire le PEG interféron à la liste des médicaments essentiels, ils y sont toujours pas, et développer des guidelines cohérents. Et en plus, travailler à systématiser la collecte de données sur les prévalences des hépatites de telle manière à ce qu'on ait des chiffres beaucoup mieux consolidés que maintenant. Hépatite B, pour finir. Les prix. Tenofovir 3TC, meilleur prix générique aujourd'hui, c'est $67 par an patient. C'est nos sources Atlantic the Web. Le tenofovir seul, c'est $57 le meilleur prix générique aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur cette molécule. Vous en avez parlé, l'entecavir. Elle apparaît fortement dans les premières lignes potentielles des guidelines européens 2012. Le principe actif, donc déjà la dose est très très petite, 0,5 mg. Et ensuite, le principe actif est pas cher. Donc, si vous faites un Google d'entecavir, vous allez avoir 67 firmes chinoises qui vous proposent du principe actif. 1 gramme coûte entre 10 et 100 US dollars. Sauf qu'avec 1 gramme, on fait beaucoup de gélules. Donc, si on compare au prix du Baraclu de BMS, si on l'achète en Inde, 10 tablettes vont coûter $2200. Donc, pour nous, potentiellement, en termes d'accès, là, il y a quelque chose il y a un levier. Maintenant, il va falloir que vous nous disiez, les cliniciens, si c'est un levier valable pour vous, qui nécessite qu'on se mette en campagne, ou pas. La lamivudine, le prix n'est pas bien élevé, mais on a bien compris la performance n'est pas assez bonne, et à titre d'exemple, la telbivudine est aussi un prix qui coûte un prix très très élevé. On est là, qui veut aller loin ménage sa monture, mais porte ses rêves avec lui. Donc, on a bien envie de vouloir traiter, et je vous rappelle que la volonté politique et la volonté des sociétés civiles est au cœur de tout. Donc, si on a des données et des acteurs de santé et des groupes de patients mobilisés, on va convaincre les gouvernements d'y aller. Les pays mettront en place, comme ça a été le cas en Égypte, des systèmes de surveillance et des systèmes de collecte de données adéquates. Le droit constitutionnel à la santé peut être invoqué, comme ils viennent de le faire au Brésil, pour imposer le droit au traitement. On devra affronter les aspects légaux, les aspects de droits de l'homme et discriminatoires par rapport à des populations très marginalisées. Et l'accès aux soins universels ne peut plus exclure les usagers de drogue, comme c'était le cas en Thaïlande, et ne peut plus exclure aux soins les groupes vulnérables, quels qu'ils soient. L'interféron pegylaté doit être sur la liste des médicaments essentiels. Le deadline d'enregistrement est au 1er décembre de cette année. Il faut qu'on travaille ensemble à l'accès aux nouvelles molécules, et ça sera pas facile. Et on n'a aucune excuse pour ne rien faire. Merci à tous ceux qui sont là-dessus.